Yaorana tout le monde, moi c'est Bastien Pagli, un des lauréats de l'édition 2024 des doctorales de l'Université de la Polynésie française. J'ai été invité par l'Université de Nouvelle-Calédonie afin de présenter mes résultats à votre édition 2024 des doctorales. Donc je remercie premièrement l'UNC pour cette invitation. Je ne peux malheureusement pas être présent physiquement avec vous, mais c'est avec grand plaisir que j'enregistre cette vidéo afin de vous montrer ma présentation. Je souhaite un bon courage et une bonne chance à tous mes collègues doctorants de l'UNC qui participent au doctoral de cette année. Et j'ai évidemment une pensée particulière pour tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des événements que vous traversez. Afin d'introduire ma présentation, je suis doctorant en deuxième année au sein de l'unité mixte de recherche Sécopol à l'Université de la Polynésie française. Je suis encadré par Sophie Cravat, chercheuse à l'IRD de Nouméa, et Takeshi Izumo, chercheur à l'IRD de Tahiti. Mes travaux portent sur la diversité des impacts océaniques et atmosphériques des événements El Niño et La Niña sur le territoire de la Polynésie française. J'espère que cela va vous intéresser, et si certains d'entre vous ont des questions sur ma présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse indiquée en bas de ma slide de présentation, j'y répondrai avec plaisir. Je souhaite encore une fois un bon courage et une bonne chance à tous les doctorants pour cette édition 2024 des doctorales, et je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup. Donc je commence avec cette jolie photo du désert d'Atacama au nord du Chili, qui est connu pour être une des régions les plus arides du monde, mais tous les 5 à 7 ans, associés à des événements El Niño particuliers, on peut assister à des phénomènes de floraison exceptionnels, comme montré sur la photo. Donc avant d'expliquer ce que c'est El Niño La Niña, il faut d'abord comprendre l'état normal de l'océan Pacifique. Donc en conditions neutres, on a des vents d'est en surface qui soufflent, donc les alizés que vous connaissez sans doute, qui favorisent une accumulation d'eau chaude à l'ouest du Pacifique. Associé à cette accumulation d'eau chaude en surface, on va avoir donc de l'air ascendant, une formation de nuages et donc des zones de précipitation accrues au niveau de l'ouest du Pacifique. Du côté est du Pacifique, on a une remontée d'eau froide associée à une montée de la thermocline dans l'océan, le long des côtes d'Amérique latine, et une tendance à un air subsidant qui fournit des conditions plus sèches à l'est du Pacifique. En conditions La Niña, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un renforcement des alizés qui va en fait accentuer le contraste entre l'est et l'ouest avec des eaux encore plus chaudes à l'ouest et des zones de précipitation encore plus accrues. En El Niño, ça va être l'inverse. On va avoir un affaiblissement des alizés, voire même un renversement de ces vents pour certains épisodes, qui vont favoriser un déplacement vers l'est d'eau chaude. Et associé à ce déplacement vers l'est d'eau chaude, vous l'aurez compris, on a un décalage des zones de forte précipitation le long de l'équateur vers l'est. Donc vous l'aurez compris, El Niño, La Niña, ce sont deux phases d'une oscillation qu'on appelle El Niño Southern Oscillation, donc ENSO. Et donc c'est pendant certains épisodes El Niño qu'on peut faire de jolies photos dans le désert d'Atacama. Donc ces épisodes, ils surviennent tous les 2 à 7 ans, et ils atteignent leur pic d'intensité en général en fin d'année. Donc on utilise plein d'indices pour les suivre et observer les phénomènes El Niño, La Niña. J'en présente 2 ici, donc les plus connus, Niño 3.4. C'est l'anomalie de température de surface de la mer dans la boîte du Pacifique en noir, dans la boîte équatoriale. Et donc quand on est en rouge sur ces courbes, donc qui va de 1950 à 2024, on est en épisode El Niño. Et quand on est en bleu, on est en épisode La Niña. Donc pour la petite histoire, un autre index qui est utilisé aussi à l'échelle internationale, le Southern Oscillation Index, qui est historiquement calculé comme étant la différence de pression atmosphérique entre Darwin en Australie et la station de Faa'a à Tahiti. Donc vous voyez qu'il y a une grande diversité en termes d'amplitude dans les pics d'El Niño, La Niña, mais on observe aussi une forte diversité d'événements spatiaux. Donc en fait, depuis ces dernières décennies, on a observé différents types d'El Niño, avec les El Niño qui voient leurs anomalies de température de surface de la mer concentrées au centre du Pacifique, ce qu'on appelle des Central Pacific El Niño, et d'autres pour lesquels les anomalies de température de la mer s'étendent jusqu'aux côtes d'Amérique latine, ce qu'on appelle les Eastern Pacific El Niño. Et c'est cette diversité d'événements en fait, qui rend difficile la prévision de ce phénomène et la prévision de ses impacts. En fait, actuellement, on peut savoir plusieurs mois à l'avance si on va être en El Niño ou en La Niña. Par exemple, là, vous avez un exemple des prévisions de différents modèles climatiques, donc c'est les différentes courbes de couleurs. L'année dernière, il y a vraiment 1 an, au même moment des doctorales de l'année dernière, on savait avec 80% de chances qu'on allait avoir un El Niño à la fin de l'année qui vient de se terminer. Ça a été le cas, mais on a eu beaucoup de mal en fait, à savoir de quel type il serait. Et à droite, c'est la courbe actuelle des prévisions, et on voit que tous les modèles s'accordent pour une transition à un état neutre d'ici juin 2024, et la transition vers un épisode La Niña pour la fin de cette année.
Donc voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la compréhension de cette diversité et dans sa représentation dans les modèles climatiques. Donc moi, dans ma thèse, les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est en prenant en compte cette diversité d'événements, quelles sont finalement les conditions océaniques et atmosphériques qu'on attend en Polynésie française lors des événements El Niño et La Niña, et comment ces conditions de l'océan et de l'atmosphère qui changent d'une année sur l'autre vont moduler l'apparition d'événements extrêmes comme les cyclones tropicaux ou les canicules marines. Tout ça dans un but donc de mieux comprendre les impacts de ces phénomènes en Polynésie française et donc à terme de mieux prévoir et de mieux anticiper leurs impacts. Donc pour répondre à la première question, on a essayé de faire une classification des événements passés. Donc pour ça, on s'appuie sur des données de différentes sources, donc des données issues de satellites, des données issues de stations météorologiques, données in situ, ou de modèles. Donc en fait, ces données nous donnent des jeux de données à l'échelle globale, sur toute la planète, à l'échelle mensuelle dans mon cas, qui nous permettent de regarder dans le passé et d'analyser en fait les événements depuis 1980. Donc c'est par exemple avec ce genre de données qu'on peut faire une climatologie. Si je fais la moyenne depuis 1980 sur toute la période, on peut avoir en climatologie, par exemple sur cette figure, la ligne en rouge, c'est la climatologie de la ligne de 28 degrés de la température de surface de la mer. Et en violet, c'est une ligne d'humidité atmosphérique élevée. Et donc on voit qu'en moyenne climatologique, les zones qui sont chaudes en surface et les zones très humides dans l'atmosphère sont des zones où on trouve les grandes zones de convergence dans le Pacifique, avec l'ITCZ, donc la zone de convergence intertropicale au nord de l'équateur géographique, et celle qui nous concerne plus particulièrement, la zone de convergence du Pacifique Sud, la SPCZ. Et donc c'est cette position de SPCZ de novembre à avril, en fait, qui fournit ce qu'on appelle ici la saison des pluies, qui fournit des précipitations plus importantes pour une bonne partie de la Polynésie, et peut-être pas pour le nord des Tuamotu et les Marquises. Mais donc c'est bien d'avoir en tête cette image d'état moyen des précipitations, donc en couleur sur cette carte, des vents, ce sont les flèches en noir, et des températures, c'est les lignes en noir qu'on voit, puisqu'on va parler d'anomalies par rapport à cet état qu'on trouve en moyenne en saison humide en Polynésie française. Donc pour faire la classification, on va regarder en fait 3 variables. C'est une classification qu'on appelle multivariée, qui va se baser sur les anomalies de ces 3 variables, température de la mer, précipitation et vent de surface, à l'échelle du territoire. Et donc en fait, on va appliquer un algorithme de classification qui va regrouper entre elles les années qui sont les plus semblables en termes des anomalies de ces 3 variables. Et donc ensuite, pour chacun des groupes, on va calculer des composites, qui sont en fait des moyennes pour une variable, des années au sein d'un groupe. Donc voilà le résultat par exemple pour les anomalies de température de surface de la mer. Donc ça c'est les composites pour 6 groupes d'années formés à l'échelle du territoire. Donc ça c'est la Polynésie française avec les Australes au sud-ouest et les Marquises au nord-est. Donc quand on est en rouge, c'est que la température de la mer est plus chaude que la normale. Et quand on est en bleu, c'est qu'elle est plus froide que la normale. Et en fait, quand on élargit les composites à grande échelle, on se rend compte qu'on retrouve les épisodes El Niño et La Niña à grande échelle. Donc ça nous dit une chose, c'est déjà que la variabilité interannuelle du climat de surface, en gros, en termes de température, de précipitation et de vent, elle est dominée par El Niño et La Niña. Et ensuite, on voit qu'on retrouve la diversité grande échelle avec les Central Pacific El Niño ici et les forts Eastern Pacific El Niño, donc avec les anomalies qui sont vraiment décalées vers l'est. Donc c'est important de voir qu'il y a en Polynésie ce qui domine vraiment la diversité des impacts en termes des 3 variables qu'on a utilisées pour la classification, c'est la diversité spatiale des événements à grande échelle, donc la longitude en fait de ces anomalies de température de surface de la mer, et leur intensité. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vais présenter les résultats seulement pour 3 groupes, parce que 6 groupes ça fait beaucoup d'informations en 15 minutes, avec 2 types d'El Niño et un type de La Niña. Donc ça c'est des résultats pour la température ressentie. Donc ce qu'on appelle la température ressentie, en fait c'est un indicateur de confort thermique qui prend en compte la température et l'humidité. Donc quand c'est en rouge, c'est qu'il fait plus lourd que la normale, toujours sur la saison humide, et quand on est en bleu, c'est qu'il fait plus frais que la normale. Donc on voit que pour les 2 types d'El Niño, en moyenne, durant El Niño, il fait plus chaud sur la partie nord du territoire, surtout pour les Marquises, et plus frais au niveau des Australes. En La Niña, on voit que ce dipôle d'anomalies s'inverse, avec des anomalies plus fraîches pour les Marquises et plus chaudes pour les Australes. Et ce qui est important de noter, c'est aussi que la Polynésie, elle est vraiment traversée par une ligne d'anomalies nulles, en fait, avec des anomalies de signes différents de part et d'autre de cette ligne blanche. Donc avec, pour un épisode donné, des impacts opposés entre les archipels.
Donc on a fait ce travail de composite aussi au niveau des stations météorologiques, du réseau d'observation qui est géré par Météo France. Donc ici, je présente pour 3 stations. Donc si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, à votre avis, est-ce qu'à la station d'Ivaoa en El Niño, est-ce qu'il fait plus chaud ou plus frais? Voilà, très bien, vous avez suivi. Donc les différentes barres de différentes couleurs, c'est les différents groupes d'El Niño et de la Niña qu'on a classifiés. Et on a les anomalies de précipitation mesurées à la station par rapport à la normale. Donc on voit qu'il fait plus chaud en El Niño avec différents degrés d'intensité selon les types d'El Niño et plus frais en la Niña. À Rapa, ce dipôle d'anomalie s'inverse avec des anomalies plus fraîches en El Niño et plus chaud dans la Niña. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple pour Fa'a, on a vraiment du mal à avoir un signal clair de par sa position par rapport à cette ligne d'anomalie nulle, en fait, une faible variation de cette ligne peut fournir des anomalies légèrement positives ou légèrement négatives d'une année sur l'autre, même au sein d'un même groupe d'El Niño ou de la Niña. Donc voilà, c'est très dur d'avoir un signal clair pour Tahiti, mais on voit qu'en moyenne, il y a quand même une tendance à ce qu'il fasse plus chaud en El Niño, légèrement plus chaud à Fa'a. Donc on a fait ce travail aussi pour les précipitations. Donc là, quand c'est vert foncé, c'est qu'il pleut beaucoup, il pleut plus que la normale, et marron, c'est que c'est plus sec que la normale, avec les anomalies de vent représentées par les flèches en noir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, autant pour la température ressentie, on avait à peu près les mêmes patterns spatiaux d'anomalies pour la température ressentie. Pour les précipitations, on voit que pour 2 événements qu'on qualifierait tous les deux d'El Niño, en fait, on a vraiment des réponses en termes de précipitations vraiment différentes entre les Eastern Pacific et les Central Pacific. Et pour les La Niña, on voit qu'il y a un assèchement généralisé à tout le territoire avec un renforcement global des alizés sur la Polynésie française. Donc en fait, pour comprendre ces différences d'impact qu'on a observées localement en termes de précipitation, on a voulu les comprendre. Et donc pour les comprendre, il faut regarder à plus grande échelle ce qui se passe au niveau de cette zone de convergence dont j'ai parlé en introduction, la SPCZ. Donc sur cette figure, on a la ligne en noir qui est la position moyenne de la SPCZ, donc de cette zone de convergence, le long de laquelle on trouve le plus de précipitations. Et pour chacun des groupes d'événements qui correspondent aux différents types d'El Niño et la Niña, j'ai tracé cette position de cette SPCZ pour chacun des groupes. Donc c'est encore un composite de la position de la SPCZ dans des données d'observation qui combinent des données satellites et des données de stations météorologiques. Donc on voit vraiment qu'il y a des différences marquées entre les positions de SPCZ pour les différents types d'El Niño. Et après, on s'est dit, mais finalement, on n'a pas beaucoup d'années dans chacun de ces groupes, donc est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est pas simplement dû à du bruit et que c'était le hasard que ces années-là, la SPCZ, par exemple, était complètement horizontale? Donc pour répondre à cette question, on a utilisé une expérience atmosphérique, une expérience numérique qui a été réalisée, en fait, qui utilise un modèle atmosphérique forcé par des données de température de la mer observées. Et donc, comme c'est numérique, en fait, on peut faire des expériences et générer plusieurs membres dans ces modèles. Donc, en fait, dans ce modèle, il y a 10 membres qui ont été générés, associés à 10 conditions de température de surface de la mer qui varient très peu entre elles. Et on a recalculé les positions moyennes de cette zone de convergence. Donc, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette expérience numérique, forcée que par la température de la mer observée, on retrouve nos positions moyennes de SPCZ différentes pour chacun des groupes. Donc ça nous apporte 2 réponses. C'est que déjà la classification est robuste et ça met en avant vraiment le rôle de pilote de la température de surface de la mer dans les changements de précipitation qu'on observe. Donc c'est vraiment ces différences d'anomalies de température de surface de la mer qui varient selon les différents types d'El Niño qui fournissent des impacts en termes de précipitation différents à l'échelle de la Polynésie française. Donc je remets ce schéma neutre et donc ça, ce sont des schémas vraiment synthétiques pour résumer les mécanismes. Donc si vous voulez plus de détails, ça sera dans une future publication qui est en train de s'écrire, qui est quasiment terminée et qu'on devrait soumettre bientôt. Mais c'est pour comprendre vraiment les différences entre les 2 types d'El Niño. En fait, quand les anomalies de température de surface de la mer sont bien à l'est et intenses, les anomalies de vent, donc matérialisées par les flèches en noir, sont vraiment localisées sur le nord de la Polynésie française. Et en fait, ces anomalies de circulation en surface vont modifier le transport d'humidité, donc vont prendre de l'humidité là où en moyenne climatologique, il y en a beaucoup, vers des zones où normalement il y en a peu. Et ces modifications de transport d'humidité expliquent ces shifts importants dans la position de la zone de convergence. Et on voit que quand ces anomalies d'SST sont vraiment à l'ouest et centrées au niveau du nord des Fidji, les anomalies de circulation et de transport d'humidité sont shiftées aussi vers l'ouest par rapport au schéma du haut. Et donc finalement, le déplacement de la SPCZ est moindre, avec
un impact moindre sur la Polynésie française. Donc ensuite, on s'est intéressé à la modulation des événements extrêmes par les événements El Niño, La Niña et leur diversité. Donc je ne vais pas tout présenter, mais je vais présenter les résultats qu'on a commencé à obtenir pour les cyclones tropicaux. Donc pour faire ça, on utilise des archives de trajectoires de cyclones qui nous donnent tous les cyclones et dépressions tropicales qui sont passés dans le carré en noir. Donc on a l'information spatiale des trajectoires, et dans le temps, on peut compter le nombre de systèmes avec leur intensité, donc c'est les différentes couleurs de ce graphe, depuis 1980 jusqu'à 2023-2024, où vous voyez, on a eu quand même 2 systèmes nommés qui sont passés dans ce carré noir cette saison, avec, vous vous en souvenez sans doute, un système nommé la dépression tropicale Forte Nat, qui ici était en approche de Tahiti début février. Et c'était vraiment l'enchaînement de cette dépression tropicale et d'autres systèmes qui sont passés dans son sillage qui ont généré les inondations qu'on a connues au début du mois de février. Donc une fois qu'on a cette information sur les cyclones, leur trajectoire et leur temporalité, on a croisé ça avec notre classification et notre typologie d'événements en fait. Et ça a permis de mettre en lumière que c'est vraiment pendant les Eastern Pacific El Niño, les très forts, que les cyclones se forment sur les îles de la Polynésie française. Alors que dans les autres types d'El Niño, par exemple les Central Pacific, les cyclones, il n'y a pas vraiment de conditions favorables pour qu'ils se forment sur la zone, mais ils peuvent se former plus à l'ouest et être transportés vers la Polynésie par des conditions de vent favorables. En La Niña, c'est intéressant, il peut aussi y avoir des dépressions tropicales, mais on voit qu'elles sont vraiment shiftées vers le sud, donc finalement avec bien moins d'impact sur les îles, si ce n'est que pour les australes. Donc voilà, on voit que les systèmes se forment au niveau de 16 degrés sud et glissent très vite vers les extratropiques. Donc en conclusion, le message principal de cette présentation, c'est qu'il y a vraiment une forte diversité d'impacts ici des épisodes El Niño et La Niña, puisque pour un épisode donné, on a des impacts opposés entre les archipels et qu'il y a une importante diversité d'événements entre eux. Donc c'est pas simple de prévoir les impacts d'El Niño en Polynésie française. Et on a vu que ces événements ils modulent fortement l'apparition et l'activité cyclonique sur le territoire. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai eu la chance de présenter un poster électronique à une conférence à San Francisco en décembre dernier à ce sujet. Donc, il y a beaucoup plus de détails que dans cette présentation. Donc, si vous scannez le QR code, vous y aurez accès. Et donc, pour la suite, on va poursuivre le travail sur les événements extrêmes et notamment les canicules marines qu'on a commencé à traiter. Et ensuite, on essaiera de comprendre comment les épisodes extrêmes de précipitation et de fortes houles sont modulés par El Niño et La Niña et leur diversité. Et donc ça, c'est un travail qui se fera en synergie avec une thèse qui commencera prochainement à l'UPF, de Claire Rocuet, qui est actuellement en stage à l'UMR Sécopole, sur la modulation, enfin sur les extrêmes météorologiques et leur lien avec la variabilité intrasaisonnière. Donc pour terminer, ça c'est aussi, je voulais présenter aussi d'autres travaux que je fais transversaux par rapport à ce sujet principal de thèse. Donc j'ai la chance, de par mes encadrants et de l'équipe avec qui je travaille, de travailler sur d'autres thématiques qui donnent lieu à des collaborations, que ce soit entre les labos localement ou à l'international, notamment dans le développement d'un modèle conceptuel d'El Niño à grande échelle. Donc c'est un modèle physique qui est régi par très peu d'équations différentielles qui permet de faire vraiment des progrès importants dans la compréhension de ce phénomène. Et donc j'ai participé au développement de ce modèle en Python, qui est un langage informatique. J'ai pu aussi travailler avec des chercheurs de Tasmanie sur la caractérisation de l'ENSO avec une nouvelle méthode statistique. Et j'ai aussi finalisé un travail que j'avais commencé avant de débuter ma thèse ici sur la houle en Nouvelle-Calédonie, qui est donc une publication en révision actuellement. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un travail d'équipe et que c'est très stimulant de travailler avec toutes ces personnes qui se reconnaîtront sans doute. Donc voilà, je vous quitte avec cette animation des anomalies de température de surface de la mer depuis janvier 2024, donc début de l'année, où on voit qu'on est sur la fin de l'épisode El Niño, que les anomalies qui étaient très chaudes à l'est du Pacifique commencent à s'amenuire. Et voilà, vraisemblablement, on se dirige vers un épisode La Niña en accord avec les prévisions des modèles de climat. Merci beaucoup.